Merci Madame la Présidente. Que de temps perdu. Cet article 12 qui vise à se prémunir des effets de faible disponibilité des centrales nucléaires est la démonstration du revirement de position du président de la République. Après avoir critiqué le nucléaire pour se donner une bonne image et faire un coup de com', la fermeture de Fessenheim est d'ailleurs le symbole des tergiversations du président de la République et de son prédécesseur. On ferme une centrale, puis on en réouvre d'autres et on s'apprête même à réouvrir et à réutiliser le charbon. Qui peut résumer ici la politique énergétique depuis 2017 ? Nicolas Hulot, François de Rugy, Barbara Pompili qui tiraient la couverture vers un amoindrissement du parc du nucléaire. Et de l'autre côté, on a le président de la République qui tire la couverture pour réouvrir d'autres centrales. Nous, chez les LR, nous avons toujours eu une position constante, à savoir une confiance affirmée à la production d'énergie nucléaire, avec une technologie maîtrisée, avec des techniciens, des ingénieurs qui œuvrent quotidiennement pour produire de l'énergie à nos compatriotes. Pour autant, nous croyons parallèlement au développement des énergies vertes, comme par exemple nos centrales solaires. Et je pense bien évidemment à la centrale solaire de Villers-Saint-Paul, dans ma circonscription, avec plus de 28 000 panneaux photovoltaïques. Alors, la mixité énergétique est et restera, en tout cas pour les Républicains, le meilleur gage d'une indépendance énergétique assumée. La parole est à Monsieur Delépinaud. Oui, Madame le Président, Madame le rapporteur, Madame le ministre, chers collègues, quelques oreilles vont siffler, à mon sens. Emmanuel Macron, sur un ton martial, pérore, nous sommes en guerre, nous lui répondons, nous sommes à l'os sur le plan énergétique. Cet article 12 est le constat d'échec d'une politique de l'énergie placée à l'aune du chantage électoral de l'écologie partisane. Près de la moitié du parc nucléaire est à l'arrêt dans le cadre du grand carénage, certes, mais surtout du fait du ralentissement des programmes de recherche et développement dans la filière nucléaire sous la pression d'une écologie idéologique hostile à l'atome, mais tellement nécessaire pour constituer des majorités politiques. Le constat pour les Français est amer. Notre indépendance énergétique est non seulement un vieux souvenir, mais encore les énergies fossiles sont appelées à la rescousse pour tenter d'éviter un blackout qui pourrait aujourd'hui être difficilement évitable. Gouverner, c'est prévoir. Force est de constater que le gouvernement n'a pas prévu grand-chose, tant l'article 12 ressemble à une mesure de gestion de pénurie. Il consacre en quelque sorte l'entrée de ce qui fut la 6e puissance mondiale dans la tiers-mondisation énergétique. Les Français vont avoir froid, les Français vous demanderont des comptes. Merci. Merci, Monsieur Delépinaud. Monsieur Jumel. Je l'ai dit en introduction des articles consacrés à l'énergie, mais peut-être pour vous permettre de répondre un peu plus précisément, Madame la Ministre, cet article 12 vient effectivement démontrer, à la faveur de la crise en Ukraine, dont personne ne nie qu'elle a des conséquences sur notre niveau de dépendance, que la souveraineté énergétique de la France a été abîmée ces dernières années. Cet article 12 vient consacrer que 15 ans de libéralisation ont abîmé la capacité notamment de notre principale industrie et de notre énergéticien à répondre aux besoins d'énergie de notre pays, puisque les renoncements en recherche, les renoncements et les abandons de savoir-faire aboutissent aux errements de la centrale de Flamanville et aboutissent, y compris en matière de soudure, à des choses qu'on aurait pu éviter. Enfin, le fait que l'État n'ait pas bâti une stratégie globale, cohérente, concertée, y compris en transparence démocratique avec la population, pour bâtir un mix énergétique équilibré, intelligent, décarboné, dans lequel, moi je considère, il y a des nuances au sein de cet hémicycle, ça n'a échappé à personne, que le nucléaire fait partie évidemment de la réponse parce que c'est une énergie pilotable, mais votre incapacité à bâtir une stratégie aboutit à des mesures de guerre, des mesures d'urgence, à l'envolée des prix qui préoccupent évidemment l'ensemble des parlementaires sur nos bancs, mais qui nous renforcent dans notre préoccupation, y compris à la veille de l'hiver, de répondre aux besoins d'énergie de la population. Enfin, votre incapacité à mettre en place une planification pour la rénovation thermique des logements, pour des économies d'énergie, j'allais dire, elles aussi structurelles,
renforce tout cela. Et donc voilà, je pense que vous ne pouvez pas vous en sortir avec des mesures d'urgence en faisant l'impasse sur une véritable loi cadre qui nous permettrait, y compris, de mettre sur la table l'enjeu, l'impérieuse nécessité de nationaliser EDF. Merci, Monsieur Jumel. Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Je ne vais pas pouvoir répondre à tout ce qui a été dit parce que en fait, c'est un grand débat qui dépasse cet article. Cet article, il sert à quoi? Il sert à dire, dans un cas où on produit suffisamment d'électricité, mais où on manque de gaz, il faut qu'on puisse réquisitionner les centrales à gaz qui, elles, produisent de l'électricité pour allouer ce gaz à autre chose, et notamment au réseau de chaleur, de telle sorte qu'on puisse chauffer les Français. Je sais bien, c'est une mesure d'urgence, c'est pas antinomique avec le fait de construire une stratégie de long terme, mais là on est bien sur un paquet de mesures qui sont des mesures d'urgence. Ensuite, sur ce qui a été dit par rapport à Fessenheim, je me permettrai de répondre. C'est pas 2 réacteurs de Fessenheim qui manquent aujourd'hui, c'est 30 réacteurs qui manquent du fait des visites décennales et du fait de la corrosion. Donc quand bien même Fessenheim aurait été encore en production aujourd'hui, ça ne changerait rien. Ça ne changerait rien à la situation qu'on est en train de traverser. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas 2 réacteurs 900 MW qui auraient sauvé la situation, loin de là. C'est mathématique. Et ensuite, pour répondre à mon collègue qui a parlé tout à l'heure, et là je vais prendre l'autre pendant de ce que je viens de dire. Vous dites le nucléaire n'est pas si fiable, je me permettrai quand même de vous rappeler qu'à l'heure où on parle, le facteur de charge des éoliennes, c'est 12%. Donc heureusement qu'on a des moyens de production pilotables, parce que sinon, on devrait avoir recours à beaucoup plus de gaz que ce qui est le cas dans ce titre 3. Hein. Madame Panot, allez-y. Merci Madame la Présidente. Je voulais réagir aux propos qui avaient été tenus à la fois sur la question de la souveraineté énergétique avec ce que vous venez de dire, Madame la rapporteure. Il ne faudrait pas 2 réacteurs mais 30. Pas 2 réacteurs mais 30 qui montrent bien la fuite en avant idéologique dans laquelle vous êtes sur le nucléaire. Et il n'y a qu'un seul exemple qui montre bien cela. Cet exemple, c'est celui que vous avez mis en avant comme étant le futur du nucléaire, c'est-à-dire, j'ai nommé l'EPR. L'EPR, dans le monde, il y a un seul EPR qui fonctionne, il est en Chine, et dès juillet 2021, un des réacteurs a été arrêté puisque un gaz rare radioactif était dans le circuit primaire. Donc il a été arrêté. Sinon, il y a 0 EPR qui fonctionne dans le monde. Et ensuite, quand vous regardez le compte fabuleux du nucléaire, non, ce n'est pas faux, Madame la rapporteure, vous le montrerez. Quand vous regardez le compte fabuleux du nucléaire, il devait coûter 3,3 milliards, il coûtera au moins 21 milliards selon la Cour des comptes. Mai 2008, fissure dans les fondations. Novembre 2009, sûreté du réacteur mise en cause pour manque d'indépendance des systèmes de contrôle et des commandes de l'EPR. Août 2011, pilier en béton, je cite, percé comme du gruyère, le mur de la piscine est endommagé. Février 2012, un électricien découvre des pièces défectueuses. Avril 2015, cuve du réacteur pas conforme, c'est le scandale de Creusot-Forges, dont nous ne savons pas exactement quelles pièces sont affectées dans le parc nucléaire. Juillet 2018, 150 soudures défaillantes. Décembre 2020, des plans de l'EPR sont dans la nature, le gouvernement n'a rien à dire dessus. Janvier 2021, laissez Madame Panot. condamné Merci. en cassation pour fraude au travail détaché avec 460 salariés détachés, polonais et roumains. Juillet 2022, ce mois-ci, des problèmes au niveau du système de pilotage. L'EPR est une faillite totale, tout comme votre aveuglement dans le nucléaire. Et vous vous moquiez de nous en nous disant que sortir du nucléaire, c'était le retour à la bougie. Force est de constater que rester dans le nucléaire, c'est le retour au charbon et au noir complet. Merci Madame Panot. La parole est à Monsieur Tanguy. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues. J'aimerais déjà avoir une pensée pour ce que fut la gauche dans ce pays et son relation à la science. Je voudrais rendre hommage à la famille Joliot-Curie, une grande famille de chercheurs français et une grande famille de gauche. Je ne vais pas parler à sa place, mais je pense que si elle était là, entendant Madame Panot et ses absurdités sur le génie nucléaire français, elle se retournerait dans sa tombe car elle nous a légué avec sa mère la plus grande filière industrielle que la France ait jamais portée. Et si aujourd'hui, il y a le courant le plus sûr, le plus rentable, le plus propre, le plus fiable, c'est grâce au génie nucléaire français
qui avait été porté par la gauche et que vous avez abandonné, comme tous d'ailleurs, à peu près tout ce que vous avez abandonné, et c'est lamentable. Je voudrais remercier Mme Brejon, qui a reconnu pour la première fois qu'il fallait effectivement pas 6, pas 14, mais bien 30, mais en fait 50 réacteurs nucléaires. Il nous faut un plan Messmer 2. Le plan Messmer 1 a été le plus grand accomplissement industriel de la France, le plus grand avantage compétitif pour notre pays et une véritable phare pour la transition énergétique que malheureusement vous avez abandonné sous la pression de l'Allemagne et des dingues qui sont dans les rangs écologistes. Enfin, pour revenir sur l'amendement, on ne peut pas confier à la CRE une mission indépendante puisque malheureusement la CRE n'est plus indépendante puisque son président sortant, M. Carenco, est rentré au gouvernement après avoir validé des décisions totalement absurdes et que maintenant c'est Mme Wargon qui est ministre sortante qui va rentrer. Donc pour confier des décisions indépendantes, autant nous les confier à nous, on sera plus indépendants qu'eux si vous voulez. Merci, Monsieur Tanguy. Nous allons procéder au vote de l'amendement 518. Je rappelle la position de la commission et du gouvernement qui sont défavorables. Qui est pour l'amendement 518? Qui est contre? Amendement rejeté.